Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis le 17 janvier, la Cité de l'Histoire a ouvert ses portes en dessous de l'Arche de la Défense, une cité de l'histoire créée par Amaclio Productions en collaboration avec Franck Ferrand, une cité qui regroupe des attractions ludiques pour faire aimer et transmettre l'histoire. Et pour nous en parler ce matin, nous sommes avec Louis-Xavier Nicolas. Bonjour Louis-Xavier Nicolas. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la communication d'Amaclio. Alors, moi, je vous invite, chers auditeurs, si vous restez à Paris pour les vacances avec vos enfants la semaine prochaine, d'aller dans la Cité de l'Histoire qui est à la Défense. Cette Cité de l'Histoire, elle a été donc créée par Amaclio, votre société, donc du latin amare, aimer, et du nom de la muse grecque de l'histoire Clio. Donc, c'est une boîte, votre société, c'est de faire aimer l'histoire et de la transmettre aux nouvelles générations. Oui. C'est vraiment le sens originel et c'est ce pourquoi elle a été créée en 2012. Parce que notre ambition était de faire des grands spectacles technologiques pour qu'ils soient plus ludiques et appréciés par le plus grand nombre, mais qui restent au service de l'amour de l'histoire et surtout de la connaissance de l'histoire. Parce que pour aimer l'histoire, il faut bien entendu la connaître et surtout notre histoire de France. Et c'est pour ça qu'on a créé cette société en 2012 avec un premier spectacle qui est la News Invalide, qui se joue toujours tous les ans dans la Cour d'honneur des Invalides, et je pense que vos auditeurs le connaissent bien. Oui, et justement, est-ce que vous pouvez revenir sur cette nuit aux Invalides où vous mêlez, donc c'est de la pyrotechnie, c'est ça? Alors non, c'est de la vidéoprojection Vidéoprojection. monumentale c'est dans la Cour d'honneur des Invalides. Donc on a un immense écran de pierre en fait dans la Cour d'honneur sur lequel on va projeter un spectacle qui dure 40-45 minutes. Sur l'histoire de France. Alors le thème change régulièrement. Depuis 2012, on a eu 7 spectacles différents. Ça tourne autour de l'histoire de France, des Invalides, de Paris. Plus récemment, les 2 dernières éditions étaient sur Napoléon, à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Mais c'est toujours un spectacle qui colle au monument. Et dans tous les spectacles qu'on fait, dans tous les monuments de France où on est présent, et ils sont de plus en plus nombreux, on cherche vraiment à coller à l'histoire du monument, à pas travestir, disons, la pierre, mais plutôt en révéler l'âme. Voilà. Et donc cette nuit aux Invalides, vous avez eu plus de 650 000 spectateurs. Alors, vous êtes présent dans d'autres bâtiments, vous le disiez, vous êtes présent aussi au Mont-Saint-Michel. C'est ça, au Mont-Saint-Michel notamment, depuis maintenant 5 ans, si je ne me trompe pas, dans un spectacle en fait déambulatoire dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel, où là on vient depuis quelques années montrer la vie des moines au cours de l'histoire au Mont-Saint-Michel, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel plus précisément. Donc là on essaye de venir révéler, on va dire, l'histoire du lieu et aussi l'âme spirituelle du lieu à la nuit tombée. Alors c'est compliqué au Mont-Saint-Michel parce qu'on est déjà sur un monument qui est très très fort et très chargé, vraiment très chargé d'histoire, et surtout la nuit tombée, il y a une ambiance particulière. Donc voilà, notre idée c'est vraiment de venir sublimer la pierre tout simplement, et pas du tout d'en faire trop et de casser la magie. Et on est également présent à Fontevraud, à Moulins, à Perpignan, voilà, dans beaucoup de lieux. À chaque fois, c'est emblématique du patrimoine. Et les moines étaient contents de votre présence au Mont-Saint-Michel, oui. Vous avez été bien accueillis. Oui, ils sont vraiment ravis. Ils sont vraiment ravis parce que ce qu'elles nous disent effectivement, c'est que pour une fois, voilà, on a un spectacle qui dénature absolument pas la vocation et la vocation première du lieu et son histoire, et qui vraiment respecte effectivement toute leur vie, puisque l'abbaye du Mont-Saint-Michel est essentiellement un lieu de prière. Voilà. Alors, vous utilisez des nouvelles technologies dans vos spectacles, de la réalité virtuelle, des hologrammes, alors des vidéos. Alors, on va dire un mot anglais, un mapping à 360 degrés. Vous allez devoir trouver la traduction française de vidéo mapping, des parcours en 4 dimensions. Alors, pourquoi vous utilisez ces technologies? Et puis, nos auditeurs peuvent être de temps en temps un petit peu technophobes. Alors, est-ce que vous pouvez les rassurer sur l'utilisation de ces nouvelles technologies qui ne sont pas que des gadgets, qui sont au service de l'histoire et au service de la transmission de notre histoire?
Ouais. Alors il y a plusieurs choses. C'est que ce qu'on reproche souvent à la nouvelle technologie, c'est qu'elle enferme et qu'elle rend les gens un peu plus solitaires, on va dire. Mhm. Ce qui est pas faux d'ailleurs. Dans le cas dans notre cas précis, on l'utilise vraiment dans le cadre de grands spectacles monumentaux qui rassemblent des milliers de personnes chaque soir, où on peut venir en famille, entre amis, pour apprendre un morceau d'histoire. Mhm. Et comme je le disais juste avant, en plus, ces nouvelles technologies ne remplacent absolument pas l'histoire du monument, traitent de l'histoire du monument, ils viennent en fait sublimer la pierre. On ne vient pas, par exemple, sur la Nuits Invalides, coller grâce à de la vidéoprojection et des effets techniques, une toute autre histoire que celle du lieu. On reste très ancré, on va dire, dans le réel. Et ça, c'est très important. Et surtout, l'exemple le plus intéressant, je pense, c'est celui de la réalité virtuelle qu'on a lancé depuis 1 an et demi avec notre spectacle qui est Éternel Notre-Dame, Mhm. qui retrace en fait toute l'histoire de la cathédrale en réalité virtuelle. Vous avez un casque vraiment de réalité virtuelle et vous êtes dans une réalité qui est totalement parallèle. En plus, vous êtes en groupe dans cette réalité virtuelle. Vous pouvez venir la faire en famille. Et là, vous êtes guidé par un compagnon du XIIIe siècle qui va vous raconter toute l'histoire de la construction de Notre-Dame, donc du coup de son époque de construction à nos jours, avec tous les grands événements historiques. Et on peut se dire que la réalité virtuelle, avec toutes les discussions actuelles avec le métaverse, est quelque chose de dangereux, mais nous, on tient à circonscrire son utilisation, en tout cas chez nous, dans des lieux. C'est-à-dire que vous venez dans un lieu spécifiquement pour faire une réalité virtuelle, en famille, vous avez des expositions autour. Donc voilà, ça reste euh, quelque chose de très apprenant, de très ludique, qui dénature absolument pas l'histoire de Notre-Dame, bien au contraire. Voilà. Et donc Éternel Notre-Dame, c'est bien que vous commenciez par ça parce que c'est vraiment donc c'est une attraction donc, que j'ai faite cette semaine qui est vraiment exceptionnelle. Donc vous dites que vous êtes en réalité virtuelle. Alors pour bien expliquer à nos auditeurs, donc vous l'avez dit, nous avons un casque et donc nous sommes sur un parcours. Nous sommes vraiment au XIIe siècle, pendant la Oui, construction de la cathédrale et c'est vraiment impressionnant. Donc quelqu'un nous parle, il nous parle à nous, donc on le voit, on a vraiment l'impression d'y être. Et donc aussi, ça permet de parcourir des endroits reculés. Par exemple, nous allons dans la charpente, nous allons voir les cloches de Notre-Dame. Et puis, il y a cette sensation de vide qu'on a réellement parce que la réalité virtuelle fait que notre cerveau comprend, Mhm. croit que nous En fait, sommes donc notre dans le cerveau vide, en est équilibre. totalement dans l'image. Voilà, Notre cerveau est exactement. totalement dans l'image, donc en fait, il ne voit pas la salle qui est réellement, on va dire physiquement autour de vous. Il voit exclusivement les images du casque. Et donc, c'est vrai que le cerveau, du coup, retraduit toutes les sensations physiques, notamment celle du vertige, Mhm, qui est un peu présent dans cette réalité virtuelle. Alors, on peut s'en éloigner, hein, pour les gens qui ont le vertige, je vous rassure, ça peut très bien se passer. mhm, Mais effectivement, c'est assez étonnant parce qu'on est vraiment quand on parle d'immersion, c'est un mot qui est assez galvaudé parce qu'il y a des immersions plus ou moins réussies, disons. mhm. Mais là, en réalité virtuelle, il n'y a pas le choix parce que vous êtes totalement dans l'image. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Oui, et Louis-Xavier Nicolas, ce qui est intéressant, c'est que donc on découvre la charpente et les toits de Notre-Dame, dont l'accès est interdit normalement, enfin, et surtout en ce moment. Complètement. On Donc, va, on va dans des endroits qui sont interdits même quand Notre-Dame sera réouverte. mhm, Et surtout, on a des reconstitutions, notamment du jubé, qui est une pièce qui n'existe plus dans Notre-Dame depuis très longtemps et qui n'existera plus jamais. Et voilà, en fait, ça nous permet surtout cette réalité virtuelle au-delà d'une visite classique. Et c'est pour ça que c'est très important de dire à tous que ça ne remplace pas, disons, la visite d'un monument, même si celui-ci est ouvert. Le but, c'est vraiment de rentrer, de plonger dans l'histoire de ce monument et en fait, de voir de ses yeux, en fait, par exemple, des endroits d'un monument qui en fait n'existe plus du fait de restauration, de changement, d'effondrement. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans la réalité virtuelle. mhm. Et donc, cette éternelle Notre-Dame et aussi donc la cité de l'histoire, c'est vraiment fait par des professionnels. Comment vous avez créé donc ce scénario d'Éternelle Notre-Dame? Comment vous avez créé aussi donc tous ces lieux qui sont si fidèles donc à Notre-Dame de Paris? On a vraiment l'impression d'être dans la cathédrale. Comment vous avez fait? Qui est derrière tout ça? Mhm. Donc on parlait de Franck Ferrand tout à l'heure. Qui est derrière tout ça? Qui est derrière donc toutes ces attractions pour qu'elles soient le plus fidèles possible à l'histoire?
Ouais. Alors, en fonction des attractions, on a différents scénographes ou historiens. Sur celle d'Éternel Notre-Dame spécifiquement, c'est le scénographe Bruno Cellier qui a aussi réalisé La Nuit aux Invalides, qui a écrit évidemment le scénario d'Éternel Notre-Dame. Il s'est appuyé sur un collège, disons, oui, de 25 historiens et architectes qui nous ont été fournis par l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame et du diocèse de Paris. Et en fait, ce collège de 25 experts a travaillé avec Bruno Cellier pour valider chaque point, pour orienter aussi un petit peu le scénario sur des points historiques qui étaient majeurs et qui faisaient vraiment consensus. Donc, ça a été un travail historique d'1 an, en fait, avant la création technique, qui a été réalisé par Bruno Cellier et donc par ses historiens. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Comment dire, on tient vraiment une place très, très importante voilà, la véracité historique. En tout cas, on essaie de s'en approcher au maximum, parce qu'on n'est pas là uniquement pour du divertissement. On fait ça aussi pour que ce soit, comment dire, que les gens apprennent quelque chose. Mmh. On n'est pas seulement, voilà, on n'est pas seulement, comment dire, une attraction particulière. C'est vraiment quelque chose d'historique où les gens doivent apprendre quelque chose. Et sur nos autres spectacles, c'est exactement la même chose. La Nuit aux Invalides, par exemple, Bruno Cellier a travaillé avec des historiens, et la Cité de l'Histoire, Franck Ferrand, a bien sûr, dont on va parler, je pense, après, a bien sûr eu le concours de nombreux historiens. Et oui, et dans ce Éternel Notre-Dame, donc qui est à la Cité de l'Histoire, à la Défense, mais aussi sur le parvis de Notre-Dame de Paris, il y a une forme de fierté quand on est dans cette attraction. Fierté de notre histoire, joie aussi de découvrir cette histoire. Il y a aussi une vision du catholicisme. Enfin, je pense notamment à cet évêque qui décrit le jugement dernier quand on va arriver dans Notre-Dame de Paris. Donc on est à ce moment-là au XIIe siècle. Il y a une manière de présenter l'histoire en fait d'une manière joyeuse, fière, loin de la repentance qu'on peut connaître, on va dire, pour aller vite à l'éducation nationale. Est-ce que c'était important pour vous de montrer une histoire dont les Français peuvent être fiers? Oui, oui, c'est très très important parce que tout simplement, ils peuvent en être fiers. C'est-à-dire, on ne travestit pas la réalité en présentant les choses de cette manière-là. Comment dire? C'est dans tous nos spectacles, et c'est vrai pour tous nos spectacles dans les monuments et vraiment pour Éternel Notre-Dame. On est là pour divertir et pour apprendre. Et en fait, effectivement, comment dire? Le but de notre société, c'est de faire aimer l'histoire de France, surtout aux Français. Et tout simplement, en fait, on n'a même pas à se dire, bah tiens, on va prendre les choses sous tel ou tel angle. Pour que ça soit plus joyeux, plus héroïque, plus poétique. En fait, elle l'est, cette histoire. Donc, à mon avis, c'est plutôt c'est les partisans de la repentance qui travestissent l'histoire dans une autre réalité. Ça ne veut pas dire qu'on occulte totalement des pans de l'histoire qui pourraient être un peu moins glorieux, disons. D'ailleurs, vous allez à la Cité de l'Histoire, on parle vraiment de toute l'histoire. Mais disons, pour Éternel Notre-Dame, qui est une expérience qui dure 45 minutes, dans laquelle vous devez retracer 800 ans d'histoire, il est évident qu'on va se concentrer sur comment dire, sur des aspects qui sont à notre sens beaucoup plus importants, et qui surtout peuvent donner de la fierté aux gens, parce que c'est vrai que quand on est dans cette cathédrale au XIIIe ou XIVe siècle au cours de l'expérience, et qu'on voit le travail qui est réalisé à l'époque avec les techniques de l'époque, on peut être très très fier effectivement de notre histoire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est un spectacle qui est très émouvant. C'était aussi important pour vous. Ce qui est assez drôle, c'est que donc on peut être technophobe, enfin en tout cas dire qu'on utilise trop la réalité virtuelle, qu'on est déjà trop sur les écrans. Mais en tout cas là, cette technologie, elle est vraiment au service d'une émotion qui est au service de la raison aussi, qui parle au cœur et qui permet donc cette fierté dont vous parlez tout à l'heure. Bien sûr, non, c'est important, on reste dans le spectacle, on n'est pas dans une exposition, dans un documentaire, dans je ne sais quoi. Nous, notre vocation première, c'est vraiment le spectacle. En fait, on a coutume de dire, c'est que, en fait, par ces nouvelles technologies, on va toucher les sens. Avec le sens, on touche le cœur, et avec le cœur, on touche l'intelligence. Et ça, c'est assez vrai. On se rappelle souvent beaucoup plus d'émotions qu'on a que un cours d'histoire qui peut être très théorique
dans une salle de classe. Mhm. Donc ça, c'est très important pour nous qu'il y ait beaucoup d'émotions dans nos spectacles, qui soient un peu oniriques, disons, pour donner envie, pour que ça soit ludique et pour tout simplement qu'un passionné, quelqu'un qui n'est absolument pas passionné d'histoire puisse y trouver son compte et puisse en fait s'intéresser à cette histoire-là, mais par un autre biais qui est forcément le biais de l'émotion. Mhm. Mhm. Et c'est à partir de quel âge cette réalité virtuelle? Donc on rappelle donc Et Éternel Notre-Dame qui est donc à la Cité de l'Histoire, à la Défense, mais aussi donc sur le parvis de Notre-Dame. C'est à partir de quel âge? Parce que c'est réalité oui, virtuelle, ça peut peut-être ouais, des... c'est alors les recommandations internationales sur le sujet, c'est 10-11 ans. Oui, c'est ça. Euh, mais c'est des recommandations qui sont très objectivement très protectrices, un peu trop, Mhm. parce que c'est le début et que voilà, forcément tout le monde se couvre un petit peu. Dans les faits, à partir de 8 ans, c'est tout à fait acceptable. Objectivement, c'est tout à fait acceptable. Mhm. Voilà. Ça fait une belle sortie l'après-midi, mais c'est à la Cité Complètement. de l'Histoire et il n'y a pas que donc Éternel Notre-Dame. Vous avez aussi donc 3 expériences inédites pour voyager dans l'histoire, donc la clé des siècles, la vie de Victor Hugo et une frise chronologique. On va commencer par la clé des siècles qui propose donc une expérience immersive. Une expérience donc dans un parcours grandeur nature et où on invite à remonter le temps. Alors là, ce qui est particulier, c'est que on commence à notre époque, on est à l'Arche de la Défense, donc au début, enfin en 2023, et puis on remonte le temps pour découvrir l'histoire de France. C'était important pour vous de justement de commencer par la fin? Oui, alors on commence début des années 90 pour être très précis. Et en fait, c'est important déjà pour un peu trancher avec ce qui peut se faire naturellement, et puis aussi en fait pour montrer les liens logiques entre les scènes. En fait, quand on remonte le temps, on s'aperçoit que on arrive beaucoup plus facilement à expliquer les liens de cause à effet entre différents événements de l'histoire de France. Mhm. C'est tout simplement pour cette raison-là que on choisit un parcours qui est à rebours, disons. Et donc c'est une expérience qui est multisensorielle. Alors, est-ce que vous Oui, pouvez expliquer ce que ça veut dire aux auditeurs? oui. C'est une En fait, attraction où tous les sens En fait, tous sont les sens, occupés. voilà, vraiment tous les sens sont mis en alerte puisqu'on a des décors à l'échelle 1 qui ont été réalisés par Thierry Rétif, qui est un excellent scénographe qui est vraiment mondialement reconnu. Donc, c'est vraiment des décors à l'échelle 1. Donc, vous êtes dans la scène. Vous avez une immersion sonore également qui vient accompagner cette scène avec une voix off de Franck Ferrand qui est accompagné de Anissa Haddadi qui vient vous expliquer un peu la scène. Dans certaines salles, vous avez aussi des comédiens, c'est-à-dire que vous avez aussi du spectacle vivant. Dans certaines scènes, vous avez un comédien qui vient vous tirer par la manche, qui vient vous expliquer, notamment dans une scène, toutes les années 1905, Mhm. voilà, juste avant la Première Guerre mondiale, avec entre les séparations de l'Église et l'État, et puis également l'Alsace, le problème de l'Alsace-Moselle. Et vous avez également de la vidéoprojection. En fait, tout ça, tous ces ingrédients-là, ils sont au service d'une narration, d'une émotion. Le principe de ce parcours, c'est que on s'immerge dans. Vous avez 17 salles, vous avez 17 scènes en fait de l'histoire de France, qui sont pas forcément les plus importantes ou les plus emblématiques ou celles forcément qu'on s'attendrait à retrouver. Mais ces 17 scènes, on va alterner justement des grands événements ou des grands hommes. On a Napoléon, De Gaulle dans ce parcours, mais aussi des scènes, on va dire, plus anonymes. Vous avez une scène des guerres de religion qui est très anonyme. Vous avez une scène d'invasion viking qui est très anonyme. Et en fait, l'idée, c'est de se replonger dans l'ambiance, en fait, vraiment dans des ambiances de l'époque. On n'est pas seulement sur des ambiances. Quand je dis ambiance, c'est pas, comment dire, il faut que le spectateur sente ce que pourrait ressentir quelqu'un qui a vécu cette scène-là. Mais on a également, au-delà de cette sensation et de cette ambiance, on a quelque chose d'assez apprenant, puisqu'on a effectivement la voix off de Franck Ferrand, que tout le monde connaît bien, qui nous explique à chaque fois la scène et qui donne le contexte. Et justement, comment vous avez choisi ces différentes scènes? Donc, parce qu'il y a donc il y a un train qui déraille, il y a les Vikings, Ouais. comment vous avez choisi, quel a été le fil conducteur de cette frise, de cette clé des siècles? Alors c'était assez compliqué parce qu'en fait au départ on était sur 35 scènes, mais manque de place, disons tout simplement, on a dû descendre à 17. Donc
c'était assez, comment dire, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Ce qui était intéressant, c'était, on voulait, ce que je vous disais juste avant, on voulait qu'il n'y ait pas que Napoléon, De Gaulle, Louis XIV, Louis IX, et on va dire toutes les plus grandes figures et les choses, les grandes scènes, comment dire, les plus évidentes. Mm. On voulait effectivement qu'il y ait une alternance entre des scènes plus anonymes et des scènes, comment dire, avec par exemple Napoléon dans sa tente de commandement à la bataille d'Eylau ou la prise de la Bastille, qui sont des scènes assez évidentes. Et on a choisi par exemple d'ajouter une salle de classe. En fait, il y a une alternance entre vraiment le petit fait historique, le petit événement remis dans un, comment dire, remis dans un contexte plus global, et puis aussi l'événement en tant que tel. Mm. Mais en soi, comment dire, dans le choix des scènes, ça n'a pas suivi une logique tout à fait complète. Ce qui est important aussi de souligner sur la Cité de l'Histoire en général, et ça va compléter du coup ma réponse, c'est que on est une cité qui vient d'ouvrir, qui va évoluer, qui va beaucoup évoluer, parce que l'histoire, par définition, c'est complètement infini. En termes de thèmes, on a énormément de choses à dire, et puis l'histoire de France en particulier est comme ça aussi. Donc ces scènes qu'on est en train de vous décrire ne seront peut-être plus les mêmes dans 6-8 mois, il y en aura certaines qui auront évolué. Donc voilà, ça c'est important effectivement de le souligner. Donc ça, c'est la clé des siècles, donc dans la Cité de l'Histoire. On rappelle que vous êtes à la Défense, hein, Louis-Xavier Nicolas, avec votre société donc Amaclio. Et donc c'est un parcours immersif. Hein, on en a parlé aussi. Il y a la température, il y a l'humidité, la température, il y a les textures. Alors déjà, rien n'est en plastique, on va dire, dans les décors. Ouais. Je sais pas si vous avez Oui, ça se pu sent le que c'est remarquer. réellement Tout Ouais. est réel. Disons, Ouais. quand vous avez une porte dans un décor, c'est une vraie porte. C'est du vrai bois vieilli quand vous en avez. Vous avez effectivement dans certaines scènes également des effets de chaud et de froid, notamment dans la tente de commandement de Napoléon à la bataille d'Eylau, d'ailleurs, dont on a fêté l'anniversaire il y a 2 jours, puisque c'était le 8 février. Et comme c'est une bataille qui s'est déroulée donc en hiver, on a effectivement beaucoup plus froid dans cette scène. On a une scène aussi coloniale aux Antilles françaises où là, par exemple, il fait beaucoup plus chaud. Donc à chaque fois, vraiment, c'est l'hyperréalisme qu'on va chercher. Donc ça passe également du coup par la température. Et ce récit, il est adapté à tous parce que vraiment, donc moi Ouais. pour vous dire, j'y suis allé cette semaine, il y avait des enfants qui étaient avec nous et qui étaient absolument ravis de voir. Donc déjà, il y a on en a parlé, des véritables acteurs qui nous parlent. Il y a aussi il y a De Gaulle à un moment, enfin qui n'est pas un véritable acteur mais qui est bien là. Et donc vraiment un récit qui est adapté aux enfants. Et qui dure 35 minutes. Oui, qui dure 35 minutes. Voilà, je pense que c'est la bonne durée. Et effectivement, on a un public qui est très, très familial. Et ce qui est vraiment une très grande fierté et motif de satisfaction pour nous, c'est qu'on voit effectivement que le public familial et les enfants apprécient tout particulièrement les animations. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment très contents de ça. Et il y a une frise aussi chronologique qui s'appelle Le couloir des temps, et là qui est une date majeure, donc c'est 400 dates majeures, donc là c'est de l'histoire du monde. Alors pourquoi vous avez voulu faire aussi cette frise chronologique, avec toutes ces dates pour que aussi le petit Français il sache d'où il vient par rapport au monde? Alors c'était important de faire quelque chose plus globalement, et ensuite je reviendrai sur l'attraction. C'était important de ne pas être une cité de l'histoire de France pour pas mal de raisons, mais aussi tout simplement parce que on pense aussi intéressant d'évoquer l'histoire du monde, aussi tout simplement pour replacer la place en fait de l'histoire de France dans le monde et de la France dans le monde. Et sur cette frise chronologique, on a 400 dates du coup de l'histoire de l'humanité. Qui sont vraiment de la plus lointaine antiquité à nos jours. On termine en 2020, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 2021, sans doute. Et en fait, vous avez un long couloir de 100 mètres de long avec en vidéoprojection, avec des bandes tactiles au milieu. Et là, vous allez appeler une ou plusieurs des 400 dates sur l'histoire de l'humanité. Et vous allez appeler une date, vous allez appuyer sur une petite image, et là va surgir une gravure avec une explication, une gravure ou une peinture ou une photo en fonction de l'époque de la date.
et là qui va représenter en fait cette date-là et avec un petit texte voilà pour vous expliquer, on va dire, l'importance de la date dans l'histoire et pourquoi on l'a choisi. Et c'est très intéressant parce que c'est une animation. On pensait que les gens allaient y passer 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, en ayant appelé une dizaine ou une quinzaine de dates au hasard. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une animation où les gens restent en moyenne entre 1 heure et demie et 2 heures. Parce qu'en fait, ça les passionne, tout simplement. On voit les familles qui se font des petits questionnaires entre eux. Donc, c'est assez... ça, c'est très intéressant parce que on voit que dès qu'on envisage l'histoire d'un point de vue chronologique, bah, tout de suite, les gens font des liens, tout simplement, entre tel ou tel événement, en disant, bah, tiens, il y a peut-être un lien de cause à effet, on a peut-être plus de périodes de guerre à cette époque-là, peut-être plus de périodes artistiques à cette époque-là aussi, en fait, dans la concentration des dates. Donc, c'est très, très intéressant et on voit que la chronologie plaît. Ça, c'est important. Et donc vous avez une troisième attraction qui est la vie de Victor Hugo, l'homme révolution. Alors pourquoi vous avez choisi Victor Hugo? Il faut expliquer à nos auditeurs, donc c'est un spectacle à 360 degrés. Je ne vais pas dire le nom en anglais, je vous laisse trouver un autre mot pour vidéocarte. Alors je ne sais pas comment, oui, peut-être qu'on peut le traduire comme ça. Vidéoprojection sur façade. Vidéoprojection sur façade à 360 degrés. Alors ça c'est une occasion spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire de vivre des moments clés donc de la vie de Victor Hugo. En plus, qui est doublé par Monsieur Hellman, qui est un très grand doubleur du cinéma français. Complètement. Oui, qui est la voix française de Morgan Freeman, notamment. Là, je pourrais pas traduire son nom de famille pour le coup. Qui effectivement reprend la voix de Victor Hugo. Et en fait, on a un grand spectacle qui dure 25 minutes. Qui en fait nous parle de la vie de Victor Hugo, qui nous parle également des événements des événements du 19e siècle, qui est vraiment le siècle des révolutions. C'est pour ça qu'on a appelé ça Hugo, l'âme révolution. Surtout que Victor Hugo a traversé un peu toutes les révolutions en étant dans différents camps, donc c'était assez intéressant. Et on a choisi Victor Hugo tout simplement parce que justement, c'est un personnage historique qui a traversé un peu toutes les histoires entre guillemets de France, puisqu'il était tour à tour monarchiste, républicain et aussi pour l'Empire. Donc il a traversé vraiment un condensé qui est le 19e siècle et qui permettait de raconter un peu toutes les histoires. Mais le prochain spectacle sera sur Charlemagne, puisque là aussi on est sur une animation qui va changer en fait tous les 6-8 mois pour aller vers différents personnages pour le coup de l'histoire de France. Et donc dans Victor Hugo, vous étiez très attaché à mettre de ces textes aussi dans le scénario. Alors c'est une occasion aussi de découvrir Victor Hugo d'une autre manière avec ces textes qui sont en même temps inscrit sur la façade de la pierre. Oui. Donc ça, c'est extraordinaire. Il y a des très beaux textes et c'est un spectacle qui est très poétique, qui est très artistique et poétique, mais qui traite de sujets historiques. Donc c'est un mélange qui est assez sympathique. Vraiment, je vous invite à aller le voir, puisque voilà. Donc c'est vraiment un spectacle de 25 minutes avec des très très belles images. Et effectivement un très beau texte puisque tout simplement c'est Victor Hugo qui parle en prenant ses écrits, donc ça ne peut être que magnifique. Donc je vous invite à venir voir cette attraction qui plaît également beaucoup et aussi aux jeunes. Et donc cette cité de l'histoire donc qui est à la Défense, c'est aussi l'occasion donc d'être un lieu avec des conférences historiques. C'est aussi un lieu où on peut flâner parce qu'il y a un restaurant, il y a une librairie, il y a une bibliothèque. L'idée c'est de faire un lieu pour consacré à l'histoire à Paris, à la Défense. Complètement. L'idée, c'est d'avoir un lieu consacré à l'histoire. Donc, vous avez une librairie qui est une immense librairie, qui est quasiment maintenant la plus grande librairie d'histoire de Paris, à quelques titres près. On est en train d'y travailler. On a effectivement un cycle de conférences tous les lundis avec des grands historiens. Voilà. Par exemple, on a Fabrice Dalméda lundi prochain sur l'histoire de la propagande. On va avoir effectivement Loris Chavanette, on a eu Jean-François Saulnon, donc vraiment à chaque fois vraiment des historiens qui viennent parler de périodes en particulier. Donc c'est intéressant d'avoir pour nous ce côté ludique et assez animation, disons attraction, pour aller un peu plus loin, et aussi le côté pôle
de recherche et vraiment de savoir universitaire avec cette grande librairie et ces conférences. Et est-ce que vous avez donc quels sont les futurs projets d'Amaclio alors, parce que vous avez parlé donc du Mont-Saint-Michel, vous y êtes déjà. Est-ce qu'il y a d'autres lieux chargés d'histoire qui vont bénéficier d'un spectacle? Il y a d'autres projets, je pourrais pas forcément tout divulguer. en dire plus, malheureusement, mais oui, on a d'autres gros projets. En fait, là, le lancement de Éternel Notre-Dame a donné beaucoup d'idées à beaucoup de monuments. Et donc, on est en train de travailler à d'autres réalités virtuelles qui également sur d'autres monuments français. Voilà, je pourrais pas forcément vous dire lesquels, mais qui vont être assez spectaculaires. Et vraiment, j'en attends beaucoup. Et cet été, on sera présent également dans d'autres villes, donc à Perpignan, à Moulins, Perpignan sur le Castillet avec un superbe spectacle écrit par Franck Ferrand, Moulins également avec un spectacle écrit par Franck Ferrand. Donc voilà, on sera présent dans beaucoup de lieux, encore une fois, en essayant de transmettre au plus grand nombre effectivement l'histoire de France. Eh ben on vous réinvitera pour ça, Louis-Xavier Nicolas, on rappelle, donc vous êtes le directeur de la communication d'Amaclio, donc qui a créé donc la Cité de l'Histoire et Éternel Notre-Dame à la Défense. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.